Je suis Géry Delmar, directeur du cabinet en ressources humaines ActiveForce. Ce webinaire, je vais l'animer avec Marine Pinto, qui va se présenter juste après, qui est consultante en droit social chez Orcom, expertise comptable, audit et conseil. Et nous avons choisi cette thématique avec Marine en complémentarité d'expertise, droit social RH, car le phénomène d'absentéisme et les évolutions législatives qui concernent les congés ont un impact de plus en plus important sur la productivité de l'entreprise, sur le bien-être des salariés, bien évidemment, ainsi que sur la sécurisation juridique des actes dans le cadre de ces situations. Donc, pour ma part, j'aborderai l'importance de la réintégration du salarié, donc ce sera un focus sur la partie accompagnement du retour du salarié après une longue absence ou après un arrêt maladie. Et Marine, à qui je vais passer la parole tout de suite, va vous présenter les conséquences juridiques de l'absence et les obligations légales lors de la reprise du salarié. Marine, tu as la parole. Merci, Géry. Donc, en première partie, on va peut-être faire un petit rappel sur les différents types d'absence, quelles sont les conséquences sur le contrat et sur les éléments du contrat. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de différents types d'absence et à chaque type d'absence, des régimes particuliers qui s'appliquent. Donc, il y en a qu'on a l'habitude de voir en entreprise et qu'on pratique régulièrement, tels que les arrêts maladie, les AT-MP, congés payés ou congés pour événements familiaux. Mais il y en a beaucoup qu'on voit que très rarement. Et c'est vrai que quand on a des absences pour ces causes-là, on ne sait pas trop comment les traiter en interne. Hop. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'on va rappeler le régime global des absences. Donc, pour la plupart des absences, ça entraîne la suspension du contrat de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours le lien contractuel entre l'employeur et le salarié, mais les obligations contractuelles sont suspendues. Notamment, le salarié ne vient pas travailler et l'employeur, dans la plupart des cas, n'est pas tenu de le rémunérer. Évidemment, il y a beaucoup d'exceptions comme le congé maternité, les congés payés, voilà, les absences pour événements familiaux. Et le salarié aussi reste tenu à certaines obligations comme la discrétion et la loyauté, à titre d'exemple. Et à la fin de la suspension du contrat de travail, le salarié est censé revenir dans l'entreprise à son poste dans les mêmes conditions que précédemment. Donc, rien que sur les différents régimes des absences, on voit que ça n'a pas les mêmes conséquences et qu'il y a quand même des exceptions qui s'appliquent au niveau de cette suspension. Donc, sur les points pour lesquels on va avoir une influence, on pense tout de suite notamment à la période d'essai, puisqu'en cas d'absence, on sait qu'elle est suspendue d'autant de la durée de l'absence. Il y a aussi le préavis pour lequel ça va avoir un impact. En théorie, le préavis n'est pas suspendu pendant une absence, mais encore une fois, il existe des exceptions. Par exemple, pour la prise des congés payés ou les arrêts de travail suite à un accident de travail. Ça va également avoir une influence sur si oui ou non ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition d'avantages, sur le calcul de l'ancienneté. Également, en cas de sortie du salarié des effectifs, ça peut avoir un calcul sur l'indemnité de fin de contrat et puis même l'électorat ou l'éligibilité aux élections professionnelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut… Là, on ne va pas revenir sur toutes les absences parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas les analyser une par une. Mais en fait, quand vous avez un salarié absent, il faut penser à toutes ces choses. Récemment, on a eu l'exemple pour les congés payés, puisque je suppose que vous en avez tous entendu parler. Ça a été un gros sujet d'actualité. Et on voit que pour le régime des absences des congés payés, il a été modifié récemment. Donc, on ne pouvait pas faire ce webinaire sans parler des dernières modifications légales qui ont eu lieu. Donc, avant de regarder plus les longues absences en détail, on va faire le petit point d'actualité sur les congés payés. Donc, comme vous avez dû le suivre, en septembre 2023, des arrêts de jurisprudence
ont mis en conformité le droit français avec le droit européen, puisque précédemment, le droit à congé payé était acquis sur la base du travail effectif, mais on ne considérait pas que les absences liées à une maladie non professionnelle étaient du temps de travail effectif. Donc, quand le salarié était en arrêt maladie classique, il n'acquérait pas de congé payé. Par contre, quand il était en arrêt maladie d'origine professionnelle, donc AT-MP, là, c'était assigné à du temps de travail effectif et ça permettait l'acquisition des congés payés, mais dans la limite d'1 an. Donc, suite aux arrêts, les juges ont dit que le salarié en arrêt maladie classique devait également bénéficier de congés payés et que, pareil, pour les AT-MP, il ne devait pas y avoir cette limite d'1 an. Le problème, c'est que suite à ces arrêts, on était un peu dans le flou. On ne savait pas jusqu'à quand il fallait remonter. On ne savait pas si on allait avoir une limite. Donc, il y a une QPC qui a été posée au Conseil constitutionnel pour demander si le droit français était conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel nous a répondu qu'en soi, ça ne portait pas atteinte au droit au repos, ni à la santé, ni au principe de l'égalité du droit français. Le fait que le salarié n'acquiert pas de congé payé en cas d'arrêt maladie non professionnel, mais il est quand même venu préciser qu'il était possible d'acquérir des congés payés en cas d'arrêt non professionnel et aussi de faire une distinction entre les arrêts AT-MP et les arrêts de maladie non professionnelle qui permettraient en fait de poser des limites. Donc, suite à cette décision, il y a un projet de loi qui a été fait et ce projet de loi a été définitivement adopté le 10 avril 2024. Donc, c'est tout récent et ça permet d'encadrer cette acquisition des congés payés en cas d'arrêt et ça pose quand même certaines limites, même si pour l'instant, la loi n'est pas encore entrée en vigueur. Dans cette loi qui a été adoptée, on va tout d'abord faire la distinction entre les arrêts maladie classiques, où là, le salarié va acquérir 2 jours ouvrables par mois quand il est en arrêt maladie non professionnel, à la place de 2,5 jours ouvrables quand il travaille de façon classique, quand il est en AT-MP. Donc, ce qui veut dire que si on a un salarié qui est absent sur toute la période de référence, par exemple du 1er juin au 31 mai, la période classique, il va acquérir que 4 semaines de congés payés au lieu de ces 5 semaines. Et après, s'il est absent que 4 mois, pendant ces 4 mois, il acquérera chaque mois que 2 jours ouvrables au lieu de 2,5 jours. Donc, à la fin de l'année, il y aura quand même une proratisation qui sera faite. Ensuite, pour les AT-MP, là, le salarié, comme c'était le cas précédemment, il va acquérir toujours ces 2,5 jours. Donc, comme il l'acquiert quand il travaille de façon classique. Par contre, il n'y aura plus cette limite d'acquisition pendant 1 an. C'est-à-dire qu'avant, le salarié qui était en AT-MP pendant 1 an pendant 2 ans, n'avait que 5 semaines de congés payés parce que c'était limité à 1 an. Maintenant, s'il est absent pendant 2 ans, il aura 10 semaines de congés payés. C'est plus limité à 1 an d'acquisition. Donc ça, c'est les premières limites qui ont été posées. Ensuite, l'autre limite, c'est qu'il y a un délai de report de 15 mois, à l'issue duquel, si le salarié n'a pas soldé ses congés, ils sont définitivement perdus. Donc, le délai de report, il va débuter à différents moments selon que le salarié reprend le travail rapidement, donc il est dans un arrêt de courte durée, moins d'1 an, ou selon que le salarié est en arrêt de longue durée, donc plus d'1 an. Si le salarié il est absent, par exemple, 6 mois et qu'il revient dans l'entreprise, l'employeur aura 1 mois pour l'informer de son droit de prendre ses congés payés. Par exemple, il est absent jusqu'au 1er mai, il revient le 15 mai, il revient le 1er mai, l'employeur l'informe le 15 mai. Le délai de report de ses congés payés pour les prendre débutera à la date d'information faite par l'employeur, donc le 15 mai. Et à partir du 15 mai, on espère que les 15 mois. Et si dans les 15 mois, ils ne sont pas soldés, ils seront perdus.
Pour les arrêts de longue durée, c'est un petit peu différent, puisque là, forcément, le salarié ne revient pas en entreprise, donc l'employeur ne pourra pas l'informer. Donc, le report débute à la fin de période de référence. Donc, le salarié qui est absent 1 an, par exemple, le report des 15 mois débutera, si vous avez la période de référence du 1er juin au 31 mai, le 31 mai. Et on laisse passer les 15 mois, et à la fin des 15 mois, ces congés payés seront perdus. Donc, ce qui peut être un peu compliqué, c'est qu'on va avoir parfois plusieurs reports de 15 mois qui peuvent courir en même temps en fonction des absences du salarié. Donc, il faudra mettre des choses en interne pour pouvoir suivre ces reports de 15 mois. Pour ces nouvelles règles, il y a une application rétroactive à compter du 1er décembre 2009. Les salariés qui sont encore dans l'entreprise, ils ont 2 ans pour faire des demandes de rattrapage. Mais par exemple, pour les salariés qui sont absents depuis plus d'1 an, par exemple depuis 5 ans, il y aura déjà des droits à congé qui sont perdus puisque le délai de report aura déjà commencé à courir en fin de période de référence. Et enfin, pour les salariés qui ont quitté l'entreprise, on applique le délai de prescription légale de 3 ans, qui est assez classique en droit du travail, pour pouvoir faire les demandes. Donc voilà, ça c'était le petit point actualité. Je suppose que vous aurez peut-être des questions en fin de webinaire et on sera ravis d'y répondre parce qu'on sait que ça a soulevé de nombreuses interrogations chez nos clients. Donc maintenant qu'on a fait le point actualité et un petit rappel des règles sur la suspension pendant les absences, on va plutôt s'intéresser aux absences de longue durée. Puisque c'est ce qui est peut-être le plus compliqué à gérer en interne, notamment avec le retour du salarié, qui peut être un peu complexe à organiser. Donc, la reprise du travail après une longue absence, ça va être très important, puisqu'il va y avoir des choses à prévoir en amont, et ça va aussi marquer la fin de période de suspension. Donc, c'est bien important de savoir quand est-ce que le salarié revient et quand le contrat n'est plus suspendu. Donc, soit, compte tenu de la durée ou de l'origine de l'arrêt, il n'y a pas besoin de visite médicale. Et là, le salarié reprend ses fonctions dans les mêmes conditions qu'avant son arrêt. Pas de souci, le contrat reprend son cours quand le salarié revient dans l'entreprise. Ou alors, on va devoir faire une visite de reprise du travail avec la médecine du travail dans certains cas. Notamment en cas de congé maternité, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou absence de plus de 30 jours pour accident de travail ou 60 jours en cas de maladie ou accident non professionnel. Donc ça, il faut bien regarder la durée de l'absence et la cause de l'absence pour savoir si oui ou non on est soumis à cette obligation d'organiser une visite de reprise. Tout d'abord, il va être important de distinguer entre la visite de reprise et de pré-reprise, puisque ce sont deux choses différentes. Et je vais peut-être laisser Géry présenter un peu ce qu'est la visite de pré-reprise du coup. Donc, sur la visite de pré-reprise, c'est important évidemment de le faire en amont du retour définitif du collaborateur en poste. L'idée, c'est de pouvoir, avec le collaborateur, pouvoir faire un point sur sa situation personnelle et aussi sa capacité à reprendre son emploi comme précédemment. Évidemment, l'objectif de cette visite de pré-reprise, c'est de pouvoir établir conjointement avec le salarié et avec également l'appui des recommandations qui peuvent être faites par la médecine du travail, de mettre en place donc un plan de retour à l'emploi qui peut prévoir effectivement des aménagements. Et évidemment, il faut, dans certains cas, un certain nombre de temps pour pouvoir soit acquérir du matériel, soit réorganiser le poste, soit réorganiser, voire même l'équipe. Et c'est là tout l'intérêt de cette visite de pré-reprise qui permet de préparer au mieux en amont du retour, le retour définitif du salarié à son poste après une longue arrêt.
Voilà, donc à noter que bon, il n'y a pas d'obligation légale de la mettre en place, donc si l'employeur ne la fait pas, il n'est pas sanctionné. Bon, c'est quand même conseillé pour bien réintégrer le salarié. Et c'est surtout que l'avantage, c'est que c'est des arrêts de plus de 30 jours qui peuvent être continus ou discontinus. Donc des salariés qui ont accumulé plusieurs arrêts dispersés, voilà, qui sont souvent absents et quelle que soit l'origine de l'arrêt, ça peut permettre d'aider un peu à savoir pourquoi ces arrêts et que peut-on faire pour les éviter. Tu veux que je prenne la main, Marine, sur la visite de reprise ou... Ah oui, pardon, j'avais pas j'avais pas mis le micro, je suis désolée. Oui, du coup, sur la visite de pré-reprise, ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation légale, mais ça pouvait être bien quand même de la mettre en place puisque c'était pour des arrêts continus ou discontinus. Et donc, un salarié qui a accumulé plusieurs arrêts dispersés et qui est souvent absent, la visite de pré-reprise, ça peut permettre de savoir pourquoi ces arrêts et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils soient au mieux réintégrés dans la société. Ensuite, on a le rendez-vous de liaison aussi qui existe, qui n'est pas non plus une obligation parce qu'il n'y a pas de sanction si on n'en fait pas. Et là, ce sera un entretien entre le salarié et l'employeur. Et ça va être aussi permettre de réintégrer au mieux le salarié et d'éviter voilà, qu'il décroche complètement. Par contre, là, ce sera pour des arrêts de travail continus de plus de 30 jours calendaires. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu un peu la différence entre visite de reprise, pré-reprise et rendez-vous de liaison, on va vraiment s'intéresser à la visite de reprise en tant que telle, qui, elle, est obligatoire dans les cas énumérés précédemment. Donc, c'est l'employeur qui a l'initiative de la visite de reprise, mais admettons que l'employeur ne l'organise pas, le salarié peut toujours faire la demande auprès de l'employeur ou directement auprès de la médecine du travail en avertissant l'employeur. Donc ça, c'est à prévoir en amont, parce que dès que l'employeur a connaissance de la fin de l'arrêt de travail, il faut qu'il organise, qu'il contacte la médecine du travail pour mettre en place cette visite. La visite devra avoir lieu au jour de la reprise effective du travail ou au plus tard dans les 8 jours à compter de cette reprise. Donc, en cas d'absence de visite, si ça vient du salarié, évidemment, il y a interdiction de reprendre le travail et ça peut être une potentielle cause de licenciement pour le salarié. Par contre, si ça vient du fait de l'employeur, il manque à son obligation de protection de la santé du salarié et aussi il peut se voir contraint de payer des dommages d'intérêt, voire des rappels de salaire. Et le salarié peut demander une prise d'acte de la rupture ou une résiliation judiciaire. Lors de l'examen fait par la médecine du travail, la médecine du travail va rendre un avis. Donc, il faudra absolument que la médecine du travail fasse un examen médical, une étude de poste, une étude des conditions de travail, qui regarde la fiche d'entreprise, quand est-ce qu'elle a été actualisée, et qui réalise un échange avec l'employeur sur les conditions du poste qui peut être mis en place pour adapter le poste si besoin. Donc ensuite, suite à l'avis, par exemple, d'inaptitude émis par la médecine du travail, l'employeur a 15 jours pour contester l'avis à compter de sa notification. Donc c'est important d'avoir ce délai. Cet avis d'inaptitude, si c'est un avis d'inaptitude qui est remis, il peut comporter 2 mentions que le médecin du travail va cocher. Donc c'est soit tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, soit l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. S'il y a une de ces 2 mentions, l'employeur n'a pas l'obligation de rechercher un reclassement. Par contre, si ces mentions ne sont pas cochées ou si elles sont cochées avec d'autres commentaires, là, par contre, l'employeur devra obligatoirement rechercher un remplacement en interne pour le salarié. Donc, en cas de déclaration d'inaptitude, évidemment, le salarié ne sera pas tenu de se présenter à son lieu de travail. Il faut savoir que quand même, le contrat n'est plus suspendu.
et que pendant 1 mois suite à l'avis d'inaptitude, il n'est pas rémunéré et que l'employeur a environ 1 mois pour le reclasser. Si à l'issue de ce délai d'1 mois, il est ni reclassé ni licencié dans le cas où on n'aurait pas trouvé de reclassement, on sera tenu de payer le salaire du salarié jusqu'à temps soit de retrouver un reclassement, soit de le licencier à défaut de reclassement. Les reclassements, il faut consulter le CSE avant de faire des propositions de poste du salarié au salarié. Ça, évidemment, c'est si le CSE existe. Il faut bien prendre en compte tout ce qui a été émis comme recommandation par la médecine du travail, avec les aménagements, les mesures, par exemple, de transformation, d'adaptation du poste ou de durée de travail. Le reclassement, il doit être recherché en priorité dans l'entreprise. À défaut, s'il y a un groupe dans le groupe sur le territoire français et si jamais le reclassement est impossible ou que le salarié refuse les propositions qui lui sont faites, là, on pourra déclencher le licenciement du salarié. Donc, évidemment, on espère ne pas en arriver là, donc que le salarié ne soit pas déclaré inapte ou alors qu'il soit possible de le reclasser. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile. Donc, maintenant, on va plutôt s'intéresser au cas où le salarié reviendrait dans la société, soit après des absences qui ne nécessitent pas forcément une vie de reprise, mais qui sont un peu répétées, soit dans le cas où il revient en étant reclassé ou avec des adaptations de poste. Et c'est Géry qui va vous présenter quelle sera l'attitude en fait à adopter dans le cas du retour du salarié après une longue absence. Merci Marine. Donc, vous l'avez compris, on intervient avec Marine et les équipes du droit social d'Orcom en complémentarité avec Actiforce sur les sujets RH auprès de nos clients. Et c'est vrai qu'on est souvent sollicité sur un certain nombre de situations sur lesquelles on peut arriver jusqu'à accompagner effectivement pour faire la transition, le repositionnement en interne du collaborateur de retour d'arrêt maladie. Donc, accompagner ce reclassement, rechercher des mobilités en interne avec, bien évidemment, les managers et les RH, mais également, éventuellement aussi proposer des bilans de compétences, voire un outplacement individuel si nécessaire, si aucune solution, comme vous l'avez dit Marine, est trouvée en interne. Donc, juste un focus sur les solutions que l'on peut proposer pour accompagner la reprise et pérenniser le retour à l'emploi au niveau de l'entreprise. Ce que je souhaite vous proposer, c'est d'abord faire un petit point sur la compréhension des enjeux et un petit point d'actualité sur où est-ce que nous en sommes par rapport à un phénomène qui est croissant depuis la crise Covid-19. Et ensuite, on s'intéressera aux parties prenantes qui sont vraiment, qui doivent travailler ensemble en équipe de manière concertée lors de la reprise du collaborateur. Donc, sur l'actualité, il faut bien comprendre que ce phénomène, vous le savez tous, on le vit tous d'ailleurs, quel que soit le secteur, plus ou moins évidemment, et ça touche l'ensemble de la population active, puisqu'aujourd'hui, on a 13% des salariés qui ont été absents en 2023. Donc, ça reste un pourcentage très élevé. C'était 24% en 2022, mais c'était déjà encore un record, je pense, de mémoire, mais 13% reste un absentéisme très élevé. Et ça, c'est issu d'une étude qui a été publiée dans le Figaro de Duo Sassi, qui effectivement met en avant ce chiffre important qui prouve que les absences touchent l'entreprise au quotidien. Ce qu'on remarque aussi, c'est la deuxième cause d'arrêt maladie en 2022, c'était lié aux troubles psychologiques, donc on peut appeler aussi burn-out, et avec une recrudescence, une augmentation plutôt, de la santé mentale des managers et des dirigeants, qui est à souligner également. Je disais tout à l'heure que tous les secteurs sont pas concernés de la même manière. Si on doit parler des secteurs les plus touchés, eh bien, vous retrouvez le secteur de la santé et celui des services, où là, on est vraiment sur les pourcentages les plus élevés.
Et puis, Marine vous a décrit tout à l'heure les différents types d'absences. Si on s'intéresse aux absences longues, c'est-à-dire de plus de 3 mois, on voit qu'elles sont également en hausse en 2023, avec quelque chose de particulier, c'est une forte augmentation des hausses d'absence de longue durée des populations salariées de moins de 30 ans. Donc voilà, c'est pas forcément d'une logique imparable, mais effectivement les jeunes salariés sont très touchés par ce phénomène d'absentéisme aujourd'hui. Évidemment, les conséquences, on en a parlé, j'en ai parlé en introduction, mais évidemment, plus l'absence est longue, plus il y a un risque de désinvestissement du collaborateur, qui est bien naturel puisqu'il est lié à l'éloignement, il est lié au risque de décrochage, au risque de perte de repères, qui va rendre, plus l'arrêt est long, évidemment, plus la reprise nécessitera un accompagnement long. Donc, tout ça est proportionnel en termes d'accompagnement à la reprise. Et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser au sein de l'entreprise. Souvent, on a plein de sujets prioritaires, évidemment, mais c'est très important de bien prendre en compte ces arrêts et de les suivre, parce qu'on pense toujours que l'arrêt va être court et au fur et à mesure des jours passants et des semaines passant, on s'aperçoit que l'arrêt continue. Donc, une absence dans une équipe, c'est aussi une moins de force de travail et donc une certaine désorganisation de l'équipe potentiellement et donc une baisse de productivité potentielle, voire un service dégradé si la personne n'est pas remplacée et si on n'a pas pensé au préalable à un éventuel remplaçant ou backup. Donc ça, c'est un petit point aussi à noter, de prévoir des scénarios, en tout cas un scénario dans lequel un collaborateur, quel que soit son poste, serait absent. Est-ce que vous avez bien pensé à un remplaçant dans cette éventualité-là? Donc, je souligne cette actualité et cette prise de conscience aussi sur les arrêts, avec aussi voilà, quelques questions que je pose, mais on ne va pas y répondre aujourd'hui, mais c'est pour vous. Est-ce que vous connaissez le taux d'absentéisme dans votre entreprise? C'est important, tout comme le turnover est important en termes d'indicateurs. Donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels, au niveau RH et managérial, il faut se pencher. Connaissez-vous les causes des arrêts longs dans votre entreprise? C'est intéressant de le voir aussi. Essayez de comprendre quel service est le plus impacté, quel type de salariés et quelles fonctions sont les plus impactés dans votre entreprise. Ça peut vous aider à mieux comprendre et à essayer de trouver des plans d'action pour y remédier. Avez-vous pensé à la réintégration? Donc ça, je vais y venir, c'est ce que je vais vous présenter dans les slides suivants. Et puis, faites-vous du sujet de l'absentéisme un enjeu commun. Un enjeu commun, pourquoi? Parce que je l'ai dit et Marine l'a dit aussi, c'est un sujet à prendre en équipe, aussi bien au niveau de la DRH ou de l'entreprise que celui du manager et que celui, bien évidemment, de l'équipe qui va être impactée par cette absence. Les différents scénarios, ils peuvent être adaptés aussi en fonction des différentes typologies. Là, je vous ai listé un certain nombre de typologies, mais il peut y en avoir d'autres. Voilà, c'est vrai qu'à chaque typologie, une solution potentielle. Si on parle de la reconnaissance travailleurs handicapés, ça nécessite évidemment, ça peut nécessiter un ergonome par exemple pour aménager le poste. Ça peut nécessiter de nouveaux investissements dans de nouveaux équipements, une chaise ergonomique, une souris ergonomique, un deuxième écran. Voilà, pas mal de sujets et évidemment à chaque situation sa solution. Donc le sujet est un sujet commun. J'ai essayé de vous représenter sous forme de cercle, un premier cercle, un deuxième cercle, les parties prenantes sur ce sujet de l'absentéisme de longue durée. Le premier cercle, il est constitué de 4 parties prenantes majeures. Le salarié, évidemment, concerné, l'entreprise, le service RH et le CSE, s'il y en a un, le collectif de travail, donc l'équipe, et puis le manager, le N+1, qui va vraiment jouer un rôle d'interface et un rôle crucial puisque c'est lui qui va être en interface avec le salarié
lors de son absence, d'une part, et puis lors de son retour. Et puis un deuxième cercle où Marine vous en a parlé, qui sont des incontournables selon les situations, comme la médecine du travail, l'ANAC-TARACT, la GFIP, ou éventuellement des cabinets conseils comme Actiforce qui peuvent venir en appui dans ces situations particulières. Donc le retour est un processus collectif, je le souligne, et ce n'est pas, c'est vraiment, tout le monde doit être partie prenante, et ce n'est pas du seul rôle de la DRH ou de l'entreprise de gérer cette situation. Vraiment, l'équipe et le manager sont des parties prenantes, et le salarié, hein, des parties prenantes fondamentales. Donc, ce qui se joue pendant l'arrêt, voilà, on a différents aspects selon l'impact de la pathologie sur la santé du salarié, qui va avoir un impact sur le retour et l'adaptation du poste. Selon la typologie de pathologie qui peut être psychologique, donc avec une dimension psychique importante, et là qui va nécessiter des accompagnements un peu différents, soit avec un psychologue du travail au retour du salarié, soit avec un coaching individuel. Et puis social et sociétal, puisque évidemment la perte de repères liée à l'éloignement de l'entreprise et à l'éloignement de son emploi n'est pas uniquement liée à la vie dans l'entreprise, mais également à la vie du collaborateur dans sa vie personnelle, puisqu'on sait à quel point l'emploi tient un rôle particulier, le travail dans la vie de tout à chacun aujourd'hui. Et puis financière, je l'ai rajouté parce que souvent, c'est un aspect qui est oublié, mais l'absence peut susciter en tout cas un grand nombre de questionnements de la part du salarié qui va évidemment s'adresser à son manager et au service RH sur les impacts de sa situation, soit un passage en temps partiel, quel impact sur ma rémunération, quel impact sur mon temps de travail, quel impact sur mes horaires, quel impact sur ma reprise de poste. Donc, vraiment être vigilant. Voilà. Pardon. Donc, on est tous… Vous m'entendez? Pardon. Oui, c'est bon. Pardon, petit problème technique. Donc, on est tous égaux devant la maladie et ça peut tous nous toucher. Et c'est vrai que c'est important de rappeler aussi aux équipes que évidemment, c'est une situation qui n'est pas choisie et que le collaborateur en absence voilà, vit des moments particuliers. Marine, je veux bien que tu avances. OK. Donc, la prise en compte de ces éléments est importante, tout simplement pour pouvoir travailler la perception et la communication que vous allez, en tant que manager et entreprise, porter auprès des équipes. L'idée, c'est de pouvoir préserver la cohésion entre les collègues, puisque dès qu'une personne est absente, évidemment, c'est une charge de travail supplémentaire pour le reste de l'équipe. Et ça peut susciter de manière importante des réflexions qui ne sont pas forcément appropriées à la situation par un manque de connaissances. C'est la raison pour laquelle l'entreprise et le manager doivent vraiment bien communiquer sur la situation auprès des équipes et essayer évidemment de faire en sorte de trouver des solutions. Et ça passe évidemment par l'anticipation d'un remplaçant ou d'une nouvelle organisation en cas d'absence. Pour le salarié, évidemment, l'important pour le manager, c'est aussi essayer de garder le contact lorsqu'il est en absence de longue durée. C'est pas évident à faire, mais le salarié est en attente d'avoir des nouvelles, soit de ses collègues, soit de l'entreprise. Donc, il faudra vraiment, au niveau du salarié, essayer de maintenir le contact, essayer de rassurer également, et essayer de bien préparer et anticiper son retour bien en amont en mobilisant l'ensemble des parties prenantes comme on l'a vu tout à l'heure. Si on passe au collectif, je l'ai dit, c'est vrai que le collectif peut avoir un rôle à la fois positif et négatif. Et évidemment, ce qu'il faut faire dans ces situations-là, c'est privilégier et prévenir et privilégier le positif de ce que peut apporter l'équipe lorsque la vie de l'équipe vit un arrêt de travail de l'un de ses collègues. Donc l'objectif, évidemment, l'absence va créer un déséquilibre et l'objectif, c'est de pouvoir trouver un nouvel équilibre avec une répartition adaptée des tâches qui étaient auparavant effectuées par le salarié en arrêt et une redistribution au sein de l'équipe. Donc ça va passer par énormément de communication avec l'équipe
puisqu'il va falloir leur demander de faire différemment leur travail pendant un moment. Et cet investissement ponctuel que va faire votre équipe lors de l'absence d'un de ses collègues, il faut absolument penser à le valoriser, à le reconnaître. C'est évidemment une charge de travail supplémentaire. Et le rôle du manager, c'est tout simple. Évidemment, le retour se prépare aussi avec l'équipe, donc il faudra informer l'équipe en amont du retour du salarié. Souvent, les réflexions, c'est de dire on n'a pas été informé du retour. Voilà, il peut y avoir différents types de réactions parce que la communication n'est pas suffisante. Il a un rôle fondamental sur ce sujet-là, puisqu'il va devoir communiquer sur le retour auprès de son équipe, sonder l'équipe sur une projection du retour de leurs collègues, comment vous voyez les choses. Il faut leur poser la question et puis les faire devenir acteurs du retour de leurs collègues en les invitant, par exemple, à se mettre à sa place. S'ils devaient, eux, rentrer d'un arrêt maladie long, comment ils aimeraient être accueillis à leur retour et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir être mis en place pour faciliter leur retour. Donc tout ça, ça permet de faire participer le collectif à ce retour et de ne pas laisser l'entreprise seule face à cet impératif d'accompagnement et d'organisation du travail. Évidemment, prévenir les aspects négatifs en termes de réflexion qui peut éventuellement, malheureusement, être soulevé. Donc, surtout, ne jamais stigmatiser la personne en arrêt. Ça aussi bien le management, évidemment, mais également l'équipe. Et être vigilant aux signaux de souffrance au travail, parce qu'il ne faudrait pas qu'une surcharge de travail entraîne de nouveau, par voie de domino, de nouvelles absences. Donc, pendant l'absence, il va falloir, encore une fois, je le répète, mais c'est important, pour le N+1, d'être en communication permanente avec son équipe et de se tenir informé, un peu comme un baromètre de la situation en termes de climat au sein de l'équipe en l'absence de leurs collègues. Si on s'intéresse au jour de retour, c'est le moment certainement pour organiser un moment convivial, en faire un événement puisque c'en est un. C'est le retour à l'équilibre de l'équipe, c'est le retour à l'organisation précédente, mais peut-être aussi le début d'une nouvelle organisation si de potentielles restrictions ou une adaptation de poste est demandée ou est nécessaire. Toujours bien veiller à ne pas stigmatiser ni juger, aussi bien au niveau du management qu'au niveau de l'entreprise et de l'équipe, mais surtout en faire un moment convivial, c'est ce qu'on peut conseiller sur cette phase de retour. Si on s'intéresse, donc ça on en a parlé, je vous laisserai prendre connaissance du support. On va peut-être s'intéresser au service RH et à l'entreprise. Donc, Marine en a parlé, il y a des obligations légales. Le manager, il a son quotidien à gérer de manière opérationnelle. Il a besoin d'être appuyé dans ces moments. Et c'est vraiment le rôle de l'employeur et du service RH que d'appuyer le manager, notamment en lui rappelant la procédure, en lui rappelant les dates, les délais. Donc, tout ça, c'est vraiment fondamental. Et le manager ne doit pas être coupé de toutes les procédures qui sont mises en œuvre et doit là encore être tenu informé il doit y avoir vraiment en tant qu'interface une liaison d'informations entre l'employeur et le service RH. De la même manière, le manager peut avoir des retours soit via son équipe, bien en direct de la part de son salarié lors de l'absence. Il doit, s'il le juge nécessaire, en faire part au service RH, toujours dans un objectif de pouvoir anticiper le retour. On en a parlé, donc évidemment, le manager est aussi un rôle prépondérant sur la visite de pré-reprise, puisque c'est lui qui va devoir la tenir. Évidemment, les services RH doivent le tenir informé de l'existence déjà de cette visite de pré-reprise.
et puis la programmer pour lui et anticiper pour le manager cette réunion, la préparer avec lui potentiellement. Le manager a besoin d'être appuyé dans ce processus de retour. Pareil pour la visite de reprise, vraiment à anticiper. Donc ça, l'employeur et les services RH doivent appuyer le manager, lui rappeler les dates, le calendrier, faire le point sur la situation du salarié, faire le point aussi sur l'organisation du travail, voir comment les choses pourraient être aménagées en cas de demande de nécessité d'aménagement de poste. Donc tout ça, c'est un travail conjoint entre l'employeur, les services RH et le manager. Et enfin, à la reprise du salarié, bien penser évidemment, toujours en liaison avec le manager, à lui proposer les outils RH, notamment en termes de mise à jour, par exemple, de la fiche de poste, ou par exemple, au niveau des aides mobilisables par rapport à une reprise de poste avec temps partiel thérapeutique ou avec aménagement de poste, comment le manager peut organiser le temps de travail, peut organiser les choses. Et ça, encore une fois, le service RH et l'employeur sont là pour lui apporter les bonnes pratiques. Si on s'intéresse enfin au manager, donc vous l'avez compris, c'est certainement la partie prenante avec le salarié qui sont les plus impactés, puisqu'en rôle d'interface sur la situation. Et ça peut être difficile de trouver sa place lorsqu'un collaborateur est en arrêt. Pour cela, donc, c'est important souvent d'accompagner le manager dans cette situation-là, puisque souvent, soit il est dans l'immobilisme parce qu'il a peur de mal faire, soit il est dans la suraction qui peut être déplacée dans certains cas dans ces situations d'arrêt maladie. Donc là encore, le manager doit veiller à maintenir un lien de communication avec son salarié en absence, en maintenant une porte ouverte et en restant à l'écoute, puisque là, l'écoute va venir s'associer à la communication pour le manager et il doit constamment essayer de se montrer tout du moins disponible et à l'écoute. L'idée, c'est de pouvoir aussi être en attention, en conscience à la fois de l'impact, mais également en conscience de la situation de son collaborateur ou de sa collaboratrice qui est en arrêt de longue durée. Encore une fois, bien veiller à ne jamais stigmatiser le salarié en arrêt ni sa pathologie. Évidemment, il y a des actes managériaux, on l'a vu, on a vu ce que le collectif pouvait apporter, on a vu ce que les services RH pouvaient apporter, mais évidemment, le rôle du manager, ça va être de pouvoir organiser ce fameux jour J de retour, de reprise du salarié. Et il va être un peu le chef d'orchestre de ce retour et le garant de son bon déroulement. Donc après, en termes de conseils, on peut évidemment vous conseiller de prendre un temps d'échange en face à face avec le collaborateur qui est de retour, de bien être en échange, en écoute active du collaborateur, de manière à pouvoir recueillir ces questions et éventuellement apporter des réponses à ce premier niveau lors de cet entretien, puis ensuite aller au contact de l'équipe pour l'accueillir. Donc, j'en ai parlé, hein, le temps d'échange, c'est vraiment faire le point sur le poste, la manière dont le manager et l'équipe voient son retour, et puis recueillir évidemment, une fois que ça a été annoncé, l'organisation qu'on lui propose, voir quelles sont ses réactions et y porter toute l'attention nécessaire. Évidemment, ça ne s'arrête pas, le rôle du manager ne s'arrête pas à ce jour J, il continue comme une période d'essai, un petit peu comme une phase d'intégration lors d'une embauche. Le manager doit être présent les premières semaines et les premiers mois en adaptant les objectifs de manière progressive aux salariés de retour et bien faire des points de feedback réguliers avec lui, voire réorganiser son travail s'il le faut pour mettre en place des actions correctives si ce qui a été planifié pour le retour n'est pas complètement adapté.
Voilà, donc ça, c'est les quelques conseils qu'on peut vous donner. Merci Marine, c'est exactement ça. C'est quelques conseils qu'on peut vous donner. Vous l'avez compris, hein, ces aspects RH et managériaux. L'enjeu, c'est vraiment surtout d'un enjeu de bien comprendre les situations. C'est un enjeu de bienveillance, d'écoute, de communication. Il y a beaucoup d'éléments qui reposent sur la psychologie managériale, qui est basée sur la reconnaissance et la valorisation des uns et des autres dans ce type de situation. Voilà, c'est un sujet important. Encore une fois, on est avec Marine, les équipes du droit social d'Orcom et Actiforce souvent sollicitées sur des situations un peu problématiques, soit d'inaptitude, soit de repositionnement en interne. Et donc là, le bilan de compétences peut être une solution. Et Actiforce le propose en tant que centre de bilan Calliope, peut le proposer effectivement en appui aux services RH, aux managers et aux salariés évidemment. Bien évidemment, pour terminer, je vais laisser la parole à Marine, mais on pourra prévoir un nouveau webinaire peut-être sur le compte épargne temps universel qui est en projet, mais également sur le changement qui peut être à venir par l'exécutif, par le gouvernement sur les nombres de jours de carence, qui va peut-être avoir un impact par son augmentation de 5, 6, 7 jours de carence, avoir un impact sur ce taux d'absentéisme dont je vous parlais en introduction. Merci à tous et Marine, je te passe la parole pour conclure ce webinaire. Oui, donc comme a dit Géry, nous, on est à votre disposition, donc plutôt la partie juridique en cas d'absence, si vous ne savez pas trop comment les traiter en paye ou voilà, les impacts que ça peut avoir sur la période d'essai, le préavis, il faut maintenir la rémunération haute. Donc pour ce genre de problématiques, vous pouvez contacter le service droit social à Orcom. Parce que c'est pas facile juridiquement, mais aussi voilà, d'un point de vue humain, et là, ce sera plutôt Actiforce qui interviendra. Donc, j'espère que le webinaire vous a plu et que ça a répondu à vos questions. Si là, vous avez quelques questions, on a un peu de temps à vous accorder. N'hésitez pas à les poser ou à revenir vers nous plus tard et on vous fera une réponse si besoin. Voilà. Donc, moi, j'attends vos questions puisque je peux y répondre là quand elles s'affichent. Apparemment, il n'y a pas trop de questions. Ah. Donc, il y a une des personnes qui dit que oui, il serait intéressé par une présentation du CET Géry. Donc, ça peut être un webinaire à prévoir bientôt, du coup, peut-être aussi en co-organisation voilà, avec le service droit social. Pour le support, est-ce que vous allez recevoir, je vais voir avec le service communication marketing pour savoir comment il sera peut-être mis à disposition. Donc là-dessus, on vous tiendra au courant aussi. Donc j'ai une question aussi pour le report de 15 mois pour congé en raison de maladie. Alors la question c'est en cas d'arrêt maladie simple, c'est ça? Ou quand est-ce que ça s'applique le report de 15 mois? En cas d'arrêt maladie simple, le report de 15 mois s'applique pour les congés payés, s'applique dès que le salarié revient dans l'entreprise s'il est absent pour pendant moins d'un an et que l'employeur l'a informé, donc à la date d'information faite par l'employeur. Et s'il est absent plus d'un an, ça s'appliquera à la fin de votre période de référence des congés payés. Voilà, je ne sais pas trop si vous avez d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter et puis on pourra y répondre plus tard si vous avez d'autres choses en tête par la suite. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, Géry. Mais je vais juste remercier à nouveau tous les participants parce que je crois que les participants à ce webinaire ont été très nombreux. Donc, ça veut dire que le choix du sujet était adapté. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité.
Et comme l'a dit Marine, on reste à votre disposition. Vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à en faire usage. Et puis, on vous donne rendez-vous évidemment sur de prochains webinaires sur lesquels Orcom Droit Social et Actiforce sont susceptibles de pouvoir l'animer ensemble. C'est toujours un plaisir, Marine, d'animer un webinaire avec le droit social. Voilà, pour Actiforce. Voilà. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.